Bonjour et bienvenue dans Huile Économie. Cette semaine, nous sommes à Athènes pour prendre le pouls de l'économie grecque et voir quelle direction elle prend. Dans cette émission, nous vous proposons une analyse des sauvetages financiers de la Grèce avec le ministre grec de la réforme de l'administration publique. Nous suivrons les progrès de la Task Force européenne pour la Grèce et observerons la stratégie de la Troïka et les initiatives en faveur de l'investissement dans le pays. Le chemin parcouru par les Grecs a été difficile. Pour éviter le défaut de paiement, des renflouements étaient nécessaires et pour en bénéficier, des réformes drastiques indispensables. Revenons quelques temps en arrière. En réalité, les problèmes du pays durent depuis longtemps. Pour la Grèce, qui a adopté l'euro en 2001, la route est véritablement semée d'embûches depuis 9 ans. En 2009, ces autorités reconnaissent l'existence d'un trou noir budgétaire. Les notations de crédit du pays s'effondrent. Des plans visant à corriger les déséquilibres budgétaires sont annoncés et une vague d'austérité plus forte s'impose début 2010. L'augmentation des écarts des taux d'emprunt force la Troïka à intervenir par le biais d'un plan d'aide de 110 milliards accordé en échange de réformes strictes. Un deuxième renflouement s'ensuit. Les créanciers privés sont durement touchés par un effacement de la moitié de la dette. Après de nombreux appels à l'organisation d'un référendum sur le plan de sauvetage, le Premier ministre démissionne. En 2012, la Grèce obtient un échange de créances qui va diviser sa dette par deux. Après 2 scrutins électoraux, une coalition emmenée par Antonis Samaras se voit accorder un délai de 2 ans pour ajuster son budget. Les réformes dans l'administration vont entraîner cette année la suppression de 4000 emplois. Le gouvernement ferme sans préavis la radio-télévision publique ERT, ce qui provoque un remaniement ministériel. Mais en poursuivant ses efforts, le pays obtient le feu vert pour une nouvelle aide de 6,8 milliards d'euros. La Grèce, qui endure sa 6e année de récession, a vu son PIB fortement baisser. L'Union européenne, le FMI et la BCE réclament tous des réformes, mais elles sont très difficiles à mettre en œuvre dans un pays où le chômage est endémique et où l'accès aux soins de santé, par exemple, est devenu quasiment impossible. Nous avons suivi la Task Force européenne sur le terrain pour analyser la stratégie et les solutions prônées par la Troïka. Réunion hebdomadaire entre le gouvernement grec et les membres de la Task Force. Ces experts de la Commission européenne s'assurent que les 183,5 milliards d'euros versés par l'Union sont judicieusement dépensés. Ces rendez-vous se font rarement devant l'objectif des caméras. En ce moment, en cette fin de saison, il n'y a pas d'argent. La Banque mondiale demande quelque chose de très précis et simple, qu'il y ait un minimum garanti en Grèce. Nous essayons de réformer l'économie et toute la société grecque. Dans cette optique, l'aide que nous recevons de la part de la Commission et de la Task Force est extrêmement précieuse. Donc on doit accélérer le processus. Pour cela, on a bien sûr besoin de temps. On ne peut pas résoudre un problème qui dure depuis des générations en quelques mois. Accélérer les réformes, mais se laisser le temps, une équation difficile à résoudre pour Athènes et la Task Force. C'est pourtant ce que demandent les créanciers. La Troïka, qui rassemble l'Union européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international, fixe les objectifs que la Task Force doit aider à réaliser. Et la Troïka réclame toujours de nouveaux efforts au gouvernement grec. Le programme d'aide officielle se termine dans 1 an. La thérapie de choc n'est pas terminée. Après la recapitalisation du système bancaire qui a coûté 50 milliards d'euros, les créanciers espèrent que les privatisations rapporteront 2,6 milliards en 2013. Prochaine étape pour répondre aux exigences de la Troïka, la réforme de l'administration. La Commission a ce rôle de pompiers et d'architectes qui doivent agir à côté, à la fois. Normalement, vous savez que les architectes arrivent après les pompiers. Ici, nous n'avons pas le temps de suivre le modèle traditionnel. Les 2 équipes doivent travailler à la fois sur le même chantier. Ajustement budgétaire, réformes structurelles et assistance technique. Les progrès les plus significatifs ont été enregistrés depuis à peine 1 an. Le gouvernement et la Task Force espèrent que la Grèce sera en mesure de rétablir l'équilibre de ses comptes primaires, c'est-à-dire hors service de la dette, à la fin de l'année. Mais ces efforts seront vains sans l'octroi d'une nouvelle tranche d'aide l'an prochain.
La Troïka a déjà versé 210 milliards d'euros à la Grèce depuis 2010 sous condition. Aujourd'hui, certaines des réformes demandées entrent dans le champ du ministère de la réforme de l'administration. Kyriakos Mitsotakis est à sa tête. Je lui ai posé quelques-unes des questions qui sont au cœur des préoccupations des Grecs et de la communauté internationale. Pourquoi virer des gens et les faire descendre dans la rue? On ne peut plus tolérer une catastrophe de plus. Les droits des travailleurs sont actuellement à la limite de l'acceptable. Pourquoi emmener les enfants à l'école quand il n'y a pas de professeur? Monsieur Mitsotakis, une question que se posent de nombreux Grecs. Pourquoi encore le secteur public et pourquoi imposer des mutations à 25 000 agents? La vérité, c'est qu'au cours des 3 dernières années, il s'est passé très peu de choses sur ce front. Il y a une explication à cela. Le secteur public est le dernier bastion des vieilles pratiques politiques de favoritisme. Malheureusement, cela explique en partie pourquoi le pays s'est retrouvé en difficulté le premier. Vous avez du mal à appliquer ce programme de mutation. Comment être sûr qu'il va fonctionner? Du fait du clientélisme dont souffre l'État grec. On a beaucoup de gens qui travaillent dans les bureaux, qui ont des postes protégés, qui n'ont pas de lourdes charges de travail. Il y a aussi des personnes qui, au final, ont été placées là par des responsables politiques. Disons les choses clairement, si les mutations ne peuvent pas se faire de manière volontaire, elles seront menées de manière unilatérale. Aujourd'hui, personne ne peut être sûr de conserver le même emploi toute sa vie. Les règles du jeu ont changé. Je m'interroge. D'après votre plan, vous avez pour objectif de supprimer 15 000 emplois dans la fonction publique cette année et l'an prochain, mais 15 000 recrutements sont prévus. Comment réduisez-vous les effectifs dans ce cas-là? On est obligé de réduire la taille de l'administration publique de 150 000 agents sur 6 ans. On remplit cet objectif grâce au départ naturel. Comme vous le savez, nous avons fermé la radio-télévision publique, ce qui n'était pas une décision facile. Mais nous avons atteint un nombre significatif de suppressions de postes. L'objectif des 15 000 suppressions avait été fixé par la Troïka. Les 15 000 départs ne reflètent pas les chiffres dans leur ensemble, car nous pouvons recruter d'autres personnes. Si on compare les progrès de la Grèce avec, disons, la situation de l'Irlande, pensez-vous que la Grèce est trop loin derrière? Eh bien, la Grèce doit mener l'ajustement budgétaire le plus sévère de tous les pays, et elle paie un prix très lourd. Le FMI lui-même reconnaît que le programme était mal conçu au départ. Qui mettez-vous en cause? On peut aussi nous faire des reproches de ce point de vue. Si nous nous étions attaqués dès le début du programme de manière plus agressive à la réforme de l'administration publique, peut-être que les résultats auraient été différents. La grande difficulté qu'affronte la Grèce, c'est de savoir comment elle peut se sortir de ce piège de la récession, et c'est même une dépression. Comment toutes ces réformes peuvent-elles réduire la charge de la dette? Si d'un point de vue budgétaire on parvient à un excédent primaire et si d'un autre on se montre plus agressif dans le rythme des réformes, je suis sûr que nos créanciers, à un moment donné, reconsidéreront la situation. Quelles sont les pistes pour créer des emplois? Seuls les investissements privés peuvent créer des emplois. L'investissement public se limite à un rôle mineur. Des investisseurs grecs et internationaux ont montré leur intérêt pour notre pays et des investissements ont eu lieu. Le fait que nous ayons recapitalisé nos banques était critiquable puisqu'il fallait recommencer à fournir des liquidités pour l'économie réelle. Nous menons des réformes, nous simplifions notre code fiscal. Ce ne sera pas facile, mais nous avons un programme clair. L'an dernier, un flux continu de liquidités a alimenté la bourse d'Athènes. Mais l'investissement privé étranger s'est réduit. On est bien loin de l'enthousiasme passé du chinois Costco qui a beaucoup investi dans le pays. La dernière vente d'actifs de l'État a eu du mal à séduire des acquéreurs. Nous avons enquêté sur les formalités bureaucratiques qui attendent des investisseurs. La démarche visant à créer la zone d'activité d'Elaïsina a débuté il y a 6 ans et demi. On a obtenu les autorisations nécessaires auprès de 2 ministères, celui du développement et celui de l'environnement, des services de l'archéologie, des autorités militaires, de l'organisme de réglementation d'Athènes, de la préfecture, etc. Pour autant, le projet ne peut pas démarrer à cause d'un désaccord juridique entre les 2 ministères. L'histoire de la zone d'activité d'Elaïsina dans la région de l'Attique illustre bien le labyrinthe bureaucratique qui détourne les investisseurs de Grèce.
La bureaucratie qui concerne toutes les autorisations nécessaires pour démarrer et faire fonctionner une entreprise est l'une des raisons les plus terribles pour lesquelles les investisseurs renoncent à s'installer en Grèce. Le coût de cette bureaucratie va jusqu'à représenter entre 7 et 16% du montant total de l'investissement. La Grèce a besoin de produits innovants pour encourager sa compétitivité et surmonter la récession. Malgré cet environnement complexe pour les affaires, les scientifiques grecs suivent ce chemin en tirant le meilleur parti des fonds européens. Nous sommes à Ioannina, capitale de l'Épire, dans l'une des régions les plus pauvres du pays, pour découvrir l'un de leurs programmes. Ce département s'intéresse à un tout nouveau domaine, la médecine régénérative, et bénéficie d'un financement européen de 127 000 € et d'une aide de 22 500 € de l'État grec. Inversant la fuite des cerveaux, Dimitris Kouroupis a quitté la Grande-Bretagne pour revenir dans son pays et travailler sur ce projet. C'est la première fois qu'un tel projet démarre en Grèce. La médecine régénérative est un secteur prometteur et innovant. Ce programme fait partie des 181 projets prioritaires que la Commission européenne finance pour un montant total de 11,5 milliards d'euros. Un champ d'action considéré comme prioritaire pour l'essor de la Grèce. L'une des principales caractéristiques de la médecine régénérative, c'est qu'elle se développe par le biais de technologies et d'investissements. Si on ne suit pas cette voie, dans quelques années, dans 10 ans peut-être, on sera obligé d'importer ces produits pour nos patients et le coût sera très élevé. Mais pour libérer les forces vives du pays et inciter celles de l'étranger à choisir la Grèce, le pays doit encore alléger drastiquement ses formalités administratives. C'est tout pour ce Real Economy. Nous vous retrouvons en septembre après une courte pause estivale. Au programme, le climat économique en Allemagne à l'approche des élections. Merci de votre attention et à bientôt.